Bonsoir et ravi de vous retrouver dans le Grand Oral en ce début d'année civile 2026. Une année qui s'annonce fertile en événements programmés, donc qui produiront évidemment leur lot de surprises. Merci pour votre fidélité, experts, intellectuels, artistes, essayistes, auteurs de littérature, cinéastes. Les ingénieurs du sens continueront ici de décrypter pour vous ce nouveau siècle qui ne s'écrit pas sur une page blanche parce qu'il est le produit d'une histoire qui prépare l'avenir, se souvenir du futur. Plus que jamais, la grande devise du Grand Oral guide notre approche et mon invité applique ce principe à merveille depuis qu'il a commencé d'ailleurs son activité. J'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Alexandre Arcadi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en 1947 en Algérie, vous êtes profondément marqué évidemment par l'exil des Pieds Noirs dans votre œuvre qui, on va la raconter, expérience fondatrice sur laquelle on va revenir. Votre filmographie de ce point de vue-là est déjà très importante, 18 films sans compter les documentaires, le théâtre. On va revenir sur ce qui guide votre caméra depuis toutes ces années. Mais tout d'abord, on a le privilège au Grand Oral de pouvoir découvrir, grâce à vous, en exclusivité, les premières images de votre prochain film, donc qui sortira prochainement. Le film s'appelle Fausse Note, on peut donc le dévoiler. On ne va pas évidemment tout raconter, c'est toute la difficulté, mais c'est l'histoire d'un huis clos cruel entre un chef d'orchestre réputé qui va être nommé à l'Opéra de Berlin, joué par Benoît Poelvoorde, aux prises avec un admirateur qui s'incruste dans la loge, qui est Cadmerade. Alors, avant que l'on découvre les premières images, Alexandre Arcadi, comment et pourquoi vous avez choisi donc de mettre cette histoire en scène ? Pour plusieurs raisons. Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler de ce film sans en dévoiler la teneur, mais le mécanisme de confrontation est tel qu'on peut, avec vous, aujourd'hui, en dévoiler quand même les articulations. J'ai été très troublé d'apprendre, avant de tourner ce film, que 69% de nos jeunes en France ne savent plus ce que c'est que la Shoah. Alors vous allez me dire, c'est normal, on ne l'enseigne plus à l'école. On n'a plus le droit de l'enseigner. Les professeurs d'histoire disent, dès qu'on parle de la Shoah, et dès qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, dès qu'on parle de la création d'Israël, on est ballotté, boycotté, etc. Même s'ils continuent à le faire, mais c'est vrai qu'il y a souvent des contestations. Ouais. Pour beaucoup, c'est un passage de l'histoire qu'on n'enseigne plus. Donc forcément, il y a une réalité qui est une réalité terrible et terrifiante. Ne pas connaître une des pages les plus édifiante du XXe siècle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis tombé sur ce texte de Didier Caron, un texte remarquable, d'un affrontement absolument inouï, et l'action se passe dans les années 90. C'est très important, c'est au moment de la chute du mur de Berlin. C'est une époque effectivement... Donc c'est très important. Charnière. De le situer dans le temps. Et ce chef d'orchestre, Benoît Poelvoorde, donne son dernier concert à l'Opéra Comique à Paris, et arrive ce fan qui s'installe dans la salle et progressivement l'action se déroule en une nuit avec un enfermement dans cet opéra qui va donner des étincelles et des révélations surtout. Et une plongée dans l'histoire, on en découvre tout de suite les premiers extraits sur le Grand Oral ce soir. Voici les premières images de Fausse Note d'Alexandre Arcadi. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de rencontrer le maestro ? Je pense à la fin du concert. Le jour de la retransmission en direct, vous m'avez humilié. Monsieur Miller, pardon de vous déranger, monsieur Miller. Monsieur, le concert est terminé. Non, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Bonsoir. Il faut... Encore vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Attends. Excusez-moi, juste 2 minutes, 2 minutes. Alexandre ? Ah non, sortez. Monsieur va aller. Monsieur, sortez. Ça va aller. Sortez d'ici ! C'est ma loge ici, monsieur. Monsieur, si vous voulez des photos, il y en a plein le hall. Non, mais il y en a plus. Est-ce que je peux en faire 2 ? Non, une. Ok. Bon, avec le violon. Non, ne touchez pas à ça. S'il vous plaît. Vous avez raison, vous savez, mon père non plus, il veut pas qu'on touche à son violon. Il aurait pu faire carrière. Mais il est mort. Je suis désolé.
vous faites encore là? Je vous ai apporté un cadeau. Écoutez, c'est très gentil, mais je n'apprécie pas du tout vos manières. Et comme j'étais concentré sur le cadrage de la photo, j'ai oublié de vous le donner. Votre vie ne m'intéresse pas. Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? Oui, on est le 8 décembre. Chapman, Lennon, le 8 décembre 1980, il y a exactement 10 ans aujourd'hui. Un fan, une idole. Qu'est-ce que vous cherchez à faire là? Vous cherchez à me faire peur? Je voudrais passer une audition devant vous. Vous n'êtes pas sérieux? Je veux juste jouer en espérant ne faire aucune fausse note. Mais mon pauvre ami, les mauvais restent toujours de l'autre côté de la porte. Allez, rendez-moi mon instrument. Bon, écoutez, si je vous ai blessé, j'en suis désolé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous engage? Vous me trouvez nul et vous voulez m'engager? Vous êtes minable. Pardon? Il va falloir faire des efforts si vous voulez qu'on devienne des amis. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous parle, ça? Je suis comme vous, Nathan. Je suis juif. Allez, exécution. Allez vous faire foutre. Regardez bien la photo. Alors lui, c'est le commandant du camp. Et le gamin, c'est leur fils, Hans Peter. Je ne peux pas vous aider. C'est avec lui que je veux passer ce moment inoubliable. Pendant les exécutions, c'était un rituel, il fallait jouer Mozart. Malgré le froid, les doigts gelés. Il aimait la musique, le commandant. Et c'est vous qui avez visé mon père. Le plus ignoble, c'est d'avoir été assassiné pour une fausse note. Waffen bereit! Feuer! Hans-Peter, mein Sohn! Töte ihn. Den Kapellmeister natürlich. Hat eine falsche Note gespielt. Das ist ein Befehl. Voilà, fausse note. Hein, bien évidemment, on découvrira ce film avec plaisir et son épilogue qui en surprendra plus d'un. La mécanique du duo avec le boulet, hein, que l'on connaît bien dans les comédies, se retrouve là, mais pour jouer effectivement quelque chose de beaucoup plus tragique avec deux acteurs en général identifiés sur la comédie, mais qui savent parfaitement jouer aussi des rôles sombres. C'est un cadeau immense que Benoît Poelvoorde et Cadmerade ont fait en participant à ce film, avec une volonté déterminée d'être dans un film comme celui-là. Alors c'est vrai que la mécanique, elle est assez incroyable, parce que on démarre avec un Cadmerade qui ressemble à Jacques Brel dans L'Emmerdeur au départ, c'est-à-dire quelqu'un qui côté Colombo aussi, voilà, qui s'incruste, voilà. Et puis progressivement on croit que c'est quelqu'un de dérangé mentalement, etc., pour arriver in fine à un affrontement absolument inouï qui nous reporte quelques années en arrière, et où on voit que le chef d'orchestre est intimement lié au drame de la vie de Cadmerade. Donc une volonté déterminée des deux acteurs d'être dans un film comme celui-là, avec leur talent, leur invention. Ils sont prodigieux, mais vraiment prodigieux. Moi, j'étais derrière la caméra comme un spectateur, mais vraiment comblé. À chaque prise, c'était inouï parce qu'ils inventaient, ils se cherchaient. Vous vous souvenez de ce film Diplomatie ? Oui, absolument. Oui. Et donc il y a cette espèce de mécanisme comme ça qui face à face qui dure une nuit, face à face qui dure une nuit dans cet opéra comique, qui est un endroit, il y a un décor absolument incroyable. Et ces deux acteurs ont tenu à être dans ce film-là parce qu'ils ont compris la portée que pouvait avoir leur notoriété, non pas en tant qu'acteurs, disons, de drame, mais de comédie, pour ouvrir le film au plus grand nombre. Et malgré cela, ce film se fait sans la participation de France Télévisions, qui en général participe au cinéma et aux œuvres, sans les aides habituelles qui existent dans le monde du cinéma, uniquement avec l'aide de Canal+. Voilà, uniquement. Ce qui est aussi un signe d'époque. Franchement, j'ai été étonné, parce que avec un casting première classe que j'ai eu, incroyable, je me suis dit, voilà, un film qui va, compte tenu de son sujet et de l'importance de ce sujet, trouver un écho avec les partenaires habituels. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, et grâce à Canal, Maxime Saada, Laurent Acide, j'ai pu me lancer dans l'aventure en prenant tous les risques, si je puis dire. Hein. Voilà.
en tant que producteur. Et on sait effectivement à quel point les producteurs sont souvent contraints de prendre des risques. On a le sentiment, quand on regarde un peu votre filmographie, hein, et en particulier avec le dernier film pour lequel aussi vous avez été sur le grand écran, Le Petit Blond de la Casbah, qui raconte votre enfance, votre vie à Alger. C'était donc la mémoire de juifs séfarades. Là maintenant, vous racontez aussi la mémoire de la Shoah, d'une certaine manière, à travers un épisode particulier. C'est l'ère de la transmission pour vous, Alexandre Arcadi, l'heure de la transmission? Mais c'est important, la transmission. Évidemment, Le Petit Blond de la Casbah, j'ai mis 20 ans après l'écriture de mon récit autobiographique à accepter le principe de le mettre en scène, bien que au moment de la sortie du livre, je m'étais réservé les droits. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, alors c'est mon fils qui va le réaliser. Bon, c'est pas mal, mais enfin, il connaît moins bien dans le détail. Il y a aussi les réalisateurs, Alexandre Aja, dont on connaît la signature, donc je me suis lancé dans cette également dans ce film. Et je me suis lancé dans cette aventure du Petit Blond avec cette volonté de la transmission, comme pour Fausse Note, cette transmission qui est très importante, parce que pour comprendre la situation d'aujourd'hui, les dérapages que l'on connaît en France, la montée d'un antisémitisme absolument inimaginable, qu'on ne pouvait pas croire. On ne pouvait pas croire que ça pourrait arriver. Enfin, moi je ne pouvais pas y croire. Il faut se replonger dans un passé qui n'est pas si lointain que ça. Et où le mécanisme du rejet, de l'antisémitisme, a été jusqu'à un point d'horreur absolue. Et puis aussi cette volonté de raconter ces musiciens des camps de concentration. Vous savez, ces musiciens qui ont accompagné les journées dramatiques de chaque déporté et qui ont très peu survécu. C'est la raison pour laquelle, quand on verra le film, dans le flashback important, seuls les instruments sont en couleur. Parce que ce sont les seuls rescapés. Oui, on a remarqué, effectivement, et les violons des camps ont eu aussi des vies nouvelles récemment à travers beaucoup d'initiatives. La famille, la communauté juive séfarade sont les piliers de votre cinéma, mais c'est aussi, vous racontez des gens soudés, déchirés par les conflits internes entre modernité et tradition. C'est un petit peu ce qui traverse votre filmographie. Vous avez aussi pris un risque considérable, je trouve, parce que vous avez choisi de présenter aux Français le folklore, on va dire, la vie, l'intensité de la vie de cette communauté à travers une référence qui était celle de la mafia italienne, à travers de la pègre juive qui a existé en France. C'était pas une prise de risque de créer au fond un effet boomerang? Vous savez, quand j'ai fait mon premier film, Le Coup de Sirocco... On parle des grands pardons, et bien entendu... Le Coup de Sirocco, adapté du livre de mon ami Daniel Saint-Amand, je savais que j'allais être dans un cadre, d'une certaine manière, on allait me cataloguer comme cinéaste folklorique, entre guillemets. Alors que pour moi, il était essentiel de parler de ce qui a fabriqué l'homme que je suis. Hein. Le déracinement, l'arrivée en 62 en France, etc. C'était un moment fondateur pour mes parents, un moment terrifiant. Donc, mais on ne pouvait pas le dissocier de cette partie, disons, folklorique, c'est-à-dire le rire qui l'emporte. Vous savez, il y a une anecdote sur Le Coup de Sirocco, je vais vous raconter, qui en dit long sur la mentalité de cette communauté. Le film a remporté un succès considérable, et sur les Champs-Élysées, le premier samedi, il y avait une queue énorme, comme ça. Il y a un homme qui est venu me voir, il s'est approché, il m'a pris par le bras, il me dit « Vous êtes Alexandre Arcadi ?» Je lui dis « Oh là là, il n'aime pas le film, celui-là. » Je lui dis « Oui. » Il me dit « C'est pas bien ce que vous faites. » Mais qu'est-ce qui n'est pas bien? Comment qu'est-ce qui n'est pas bien? En 62, on nous a entassés dans les bateaux, et là, vous nous entassez dans les salles de cinéma. C'est pas bien. Donc, c'était une manière affectueuse de vous reprocher, de vous raconter le succès. Bien sûr. Et quand j'ai fait Le Grand Pardon, je pensais qu'on était au niveau des spectateurs américains. Parce que quand les Italo-Américains racontent leur histoire, ils ne sont pas mis dans une case. On ne les considère pas comme des Italo, je ne sais quoi, folkloriques. Il y a une espèce de vision comme ça, qui est une vision franche, belle.
Et je pensais faire la même chose avec Le Grand Pardon. Je pensais pouvoir arriver à démontrer à travers cette communauté. Ce qui est arrivé, ce sont des films cultes. Bien sûr. Dans les deux opus. Alors c'est vrai que ça n'a pas contribué à asseoir ma notoriété auprès de certains, mais heureusement. Le grand public m'a toujours suivi et a suivi mes engagements successifs parce que je n'ai pas fonctionné selon un plan bien établi. Moi, j'ai fonctionné à l'instinct, au moment. Le grand carnaval. Comment est né le grand carnaval? Mais c'est extraordinaire. Comment je fais ce film Le Grand Pardon qui sort en même temps qu'un autre film qui s'appelait Espion, lève-toi avec Lino Ventura. Et le mercredi, le premier mercredi de tradition, on est dans un restaurant, on attend les chiffres pour savoir. Et on était les premiers sur le marché. Et à minuit et demi, 1h du matin, arrive dans le restaurant Lino Ventura, qui vient saluer Roger Hanin, puisqu'il était deuxième derrière Le Grand Pardon. Et cette vision de ces deux hommes a créé, comme ça dans mon esprit, la naissance du grand carnaval. Vous avez prononcé le mot visionnaire. Avec le film L'Union Sacrée sur l'idéologie islamiste qui commençait à s'installer en France avec en particulier le terrorisme iranien, là aussi vous êtes en rupture. C'est un film politique, en même temps prémonitoire. Le propos n'a pas pris une ride. On va revoir des images effectivement de ce film-là avec sa bande-annonce et on en parle après quelques instants avec vous. Moi bien, ordure, t'es une merde pourrie qui transporte de la drogue. Alors tu dégages ton cul, tu retournes avec les autres, c'est clair? Ça y est? T'as fini d'aboyer? Moque. Je suis juif. Les Arabes, ils aiment pas les Juifs. Vous aimez les Arabes? D'où tu sors? Quel jeu tu joues? C'est pas le coup. Ne me dis pas que t'es flic. T'as un dossier classé. Parle. Je suis arabe et français. Et j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. On me colle un arabe, on me dit qu'il est flic, et je découvre que son dossier personnel est top secret. Qu'est-ce qu'il fait avec nous? Ça ne vous regarde pas. Et comment ça me regarde pas? Tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'il veut, et tu sais pas ce qu'il cherche. La seule chose qu'il avait dans la tête, c'était d'arriver jusqu'à Radjani. Monsieur Hamida, un ami. Monsieur Radjani. Je voulais pas qu'il fasse ce métier. Il dit qu'il a la baraka, qu'il a peur de rien. Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il était de la police? Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! J'ai peur pour toi, Karim. Il y avait vraiment de la haine dans ses yeux. Allahu Akbar! Je suis contente que vous soyez amis. On est issus de la même famille. On a un combat à mener ensemble. Le juif et l'arabe ensemble pour combattre le démon. Quel symbole! On découvre, je dirais, l'installation de la bande d'Arcadie, c'est-à-dire c'est Patrick Bruel, c'est Richard Berry. Enfin, Patrick, moi je l'avais connu dans le coup de Sirocco. Mais on retrouve, de film en film, on retrouve un peu ceux qui vont vous accompagner à travers les films. Ça crée votre place singulière dans le cinéma français à partir de ce film? Oui, enfin, je pense que ce film est marquant parce qu'il y a une vision de la société qui s'installe à ce moment-là, avec l'attentat de chez Goldenberg, avec tout ce que l'on connaît à cette époque-là, d'un islamisme politique et meurtrier venant de l'extérieur. Oui, c'était ce qu'on appelle les attentats projetés à l'époque. Et voilà. Et là, je démontre qu'effectivement, si on ne réagit pas, si les communautés ne réagissent pas, ça va s'installer à l'intérieur. En quelle année déjà ce film? Rappelez-nous. Pardon? En quelle année ce film? 89. 89, oui. Et il y a comme ça cette espèce de volonté de pointer du doigt quelque chose que je pressentais comme un événement qui allait nous mettre dans des situations graves que nous connaissons, que nous avons connues avec le Bataclan, avec tous les attentats qu'on a rencontrés, Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Donc c'est vrai qu'il y a un côté prémonitoire, mais son réalisme a provoqué à l'époque pas mal de réflexions et même de
une forme de danger quand même. Hein. Un autre film avec beaucoup de réalisme qui a aussi beaucoup choqué, c'est lorsque vous avez choisi de raconter le calvaire d'Ilan Halimi dans le film qui s'appelle 24 jours. Ce calvaire vécu par ce jeune juif Ilan Halimi en 2006 qui a été victime du gang des barbares qui l'avait kidnappé parce qu'il était juif, parce que les juifs ont de l'argent et parce qu'il pouvait penser qu'ils extorqueraient une rançon. Cette histoire méconnue de la relation entre l'équipe d'enquête de police et la famille qui avait décidé, malgré les tensions et les divergences, de ne rien révéler au public, servi par des acteurs exceptionnels dans ce film, Zabou Bretman, Pascal Elbé, Sylvie Tétu, Jacques Gamblin. On va en voir aussi quelques images, et après je voudrais qu'on en parle parce qu'il s'est passé beaucoup de choses autour de ce film. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique là, de l'autre côté du boulevard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'APA. Emma. Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô? On veut 450 et on les veut tout de suite. L'appel vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait! Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Il faut pas tomber dans ce piège-là. Hein. C'est seulement pour faire peur. On peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent. Non, madame, en France, on ne paye pas. C'est un principe. Sinon, on aurait des enlèvements tous les jours, vous comprenez? Allô? Ok, c'est bon, je l'ai. C'est un 06 depuis Paris. Il y a qui là-bas? Personne. Quoi? Il a jamais été 2 fois dans le même cyber. Je peux pas être partout, bordel. À chaque fois qu'ils te demandent de raccrocher, tu raccroches. Et à chaque fois, c'est Ilan qui souffre un peu plus. Je le sais, ça, je le sens. Ils savent ce qu'ils font. Non, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a écrit un juif a été enlevé. Il n'y a pas écrit un homme a été enlevé. Ils vont le tuer. Je vous assure qu'ils vont le tuer. Il faut les croire, il faut faire tout ce qu'ils disent. Oui. Tais-toi. Depuis le début, vous avez compris. Pourquoi vous avez peur de la vérité? S'il vous plaît, il va me tuer. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît. C'est parmi les films que vous avez réalisés qui m'ont le plus marqué, mais c'est aussi l'histoire je dirais presque d'un malentendu avec les Juifs de France qui se plaignaient à l'époque que personne ne raconte jamais les supplices que pouvaient vivre ou les attaques antisémites que pouvaient vivre les Juifs. Et là, quand vous avez la possibilité de le faire, vous le faites, vous racontez, on ne veut pas les voir. Vous savez, il y a une phrase qui me revient, c'est celle de Manuel Valls quand je lui ai montré le film. Il m'a dit malheureusement, ton film ne va pas marcher comme tu le souhaites parce que c'est un miroir dans lequel on n'a pas envie de se regarder. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. C'est lui qui m'a beaucoup aidé pour que le film puisse se faire aussi. Et j'ai été, moi, si vous voulez, évidemment bouleversé, détruit par la mort d'Ilan, parce que c'est pas une mort immédiate, c'est 24 jours de supplice, d'enfermement, de torture. Ça indique bien le degré de haine qu'il y avait chez ces barbares. Et j'ai toujours été choqué par le fait qu'on se souvienne plutôt des agresseurs que des agressés. Et je me suis dit, dans cette marche qu'il y a eu après la mort d'Ilan, on va oublier son nom. On va oublier ce gamin, on va l'oublier. Il faut faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et il a fallu attendre la sortie du livre de sa maman, Ruth Halimi, pour lire ce livre et avoir le sentiment qu'elle me prenait par la main en me disant voilà le chemin pour raconter le calvaire de mon fils pour que ça ne se reproduise plus. Et c'est comme ça que j'ai fait le film. En me mettant du côté des victimes, du côté de cette famille, une famille française ordinaire, qui se retrouve au Quai des Orfèvres pendant 24 jours. C'est aussi un film social, parce qu'au fond, ça n'est pas une famille juive qui a de grands moyens, qui domine le monde, comme disent les clichés antisémites. C'est une famille modeste. Ilan gagnait le SMIG. Il gagnait le SMIG, c'est tout. Sa mère était standardiste dans une association. Enfin, je veux dire que c'était des gens tout à fait ordinaires, si je puis dire. Hein.
Et se retrouver au Quai des Orfèvres comme ils ont dû le faire pendant 24 jours, en suivant le cheminement policier, et ils se sont grandement trompés. Il ne faut pas les accabler. Ils ne pensaient pas avoir affaire à des bras cassés, ils pensaient avoir affaire à une bande très organisée. Et au moment où ils ont, et je le dis dans le film, au moment où on arrête tout le monde, on se rend compte que c'est quoi ? C'est rien. En un mot, Alexandre Arcadi, si vous aviez aujourd'hui un film à faire sur, on va dire, Israël ou l'état de la communauté juive, à quoi penseriez-vous ? Évidemment, on pense au 7 octobre, oui. Évidemment. Mais comme c'est difficile de mêler Israël, mais partout dans le monde, et les répercussions les plus absolues qu'il y a eu depuis. Comment peut-on imaginer ce massacre de 1200 personnes comme ça, avec une telle haine ? Mais ça interpelle un cinéaste. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Donc ça veut dire que vous y réfléchissez. Alexandre Arcadi, merci beaucoup d'être venu au Grand Oral. On vous retrouvera pour la sortie de Fausses Notes et le Grand Oral continue.